Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. L'économie bleue, un secteur en plein essor, nous dit la presse marocaine. Mais petite précision, avant on croit souvent que l'économie bleue se résume au commerce des produits de la mer. En réalité, c'est beaucoup plus vaste, c'est tout ce que la mer peut offrir, de la pêche à l'énergie marine jusque la protection des écosystèmes. Et au Maroc, elle est en pleine accélération. Rappelons d'abord les chiffres, le pays produit encore peu, 3600 tonnes de produits maritimes, mais les fondations sont là avec 322 exploitations aquacoles. Mais le rapport L'Avenir bleu du Maroc de la Banque mondiale relayé par l'opinion fixe un objectif beaucoup plus ambitieux, 300 tonnes de production et 30 000 emplois d'ici 10 ans. La Banque mondiale qui d'ailleurs soutient cette transition à hauteur de 350 millions de dollars. Et des success stories commencent d'ailleurs à se distinguer avec Vitamine C Maroc qui multiplie sa production ou Cetaxam, pionnier de l'algoculture, désormais tourné vers l'innovation. Et le matin lui met en avant la vraie nouveauté du jour. L'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture va lancer une plateforme digitale intégrale couvrant tout le parcours investisseur, du dépôt des projets, des suivis, des autorisations jusqu'aux modifications administratives, une dématérialisation totale qui simplifie les démarches et renforce l'attractivité de ce secteur, comme on le disait, en plein essor. Mais comme je le répète encore, l'économie bleue, ce n'est pas seulement ce qui vit dans la mer, c'est aussi l'énergie qu'elle peut produire. Le 360 rappelle que le Maroc possède un atout rare, 3500 km de côte, une zone économique de 1,2 million de kilomètres carrés, un terrain idéal donc pour développer ce qu'on appelle l'éolien offshore. Mais cette ambition ne va pas sans débat. En effet, l'offshore coûte presque 2 fois plus cher que l'éolien terrestre. Les risques sur la biodiversité marine sont réels. La maintenance en mer est nettement beaucoup plus complexe. D'autres experts rappellent néanmoins que le Maroc dispose déjà d'un potentiel éolien terrestre exceptionnel avec des facteurs de charge dépassant les 60%. Alors l'offshore, oui, mais pas à n'importe quel prix. La presse se demande aussi ce matin si Donald Trump pourra mettre fin à la guerre au Soudan. Donald Trump qui remet sa cape de faiseur de paix, et cette fois-ci concernant ce conflit meurtrier au Soudan. Et selon Média 24, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, en visite à Washington, lui a demandé de s'impliquer face aux atrocités commises au Soudan. Trump, touché par la situation, affirme vouloir agir de manière très puissante en coopération avec l'Arabie saoudite, les Émirats et l'Égypte. Sur son réseau Truth Social, il parle d'un conflit qu'il juge fou, incontrôlable, mais il considère qu'y mettre fin est désormais essentiel. Une prise de position forte et porteuse d'un énorme espoir. Et Khartoum a immédiatement répondu. Le 360 Afrique rapporte que le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah el-Burhan, se dit prêt à travailler avec Washington et Riyad pour mettre fin au bain de sang et engager un processus sérieux de paix. Une déclaration qui ressemble à une main tendue, mais qui ne suffit pas à masquer l'effondrement du pays. Car pendant que les capitales discutent, les Nations Unies, eux, décrivent une réalité d'une violence extrême. Et les dernières alertes des agences onusiennes sont glaçantes. En effet, selon Express, El Fasher, capitale du Darfour du Nord, est devenue l'épicentre de la souffrance humaine dans le monde, selon le chef humanitaire des Nations Unies. Quelques chiffres pour comprendre, 12 millions de personnes déplacées depuis le début du conflit, 100 000 personnes ont fui El Fasher depuis fin octobre seulement. Entre le 26 octobre et le 13 novembre, ce sont 40 000 déplacés supplémentaires dans le Kordofan. Les routes sont coupées, les convois humanitaires bloqués. El Fasher vit aujourd'hui l'une des pires crises humanitaires au monde et selon l'UNICEF, les femmes et les enfants sont les premières cibles. Les témoignages parlent d'un climat de terreur absolu. Les enfants, surtout traumatisés, isolés, souvent séparés de leur famille et pour beaucoup exposés au risque ultime, être enrôlés comme des soldats dans les groupes armés. C'est ici qu'intervient une dernière note essentielle. À Rabat, la conférence ministérielle africaine sur les enfants soldats rapportée par le Maroc diplomatique vient d'adopter la déclaration de Rabat, un texte fort qui engage le continent à combattre le recrutement forcé, à protéger les enfants dans les zones de guerre et à accompagner leur réintégration avec un soutien psychosocial, familial et éducatif. Une démarche ambitieuse qui ouvre la voie à une future convention africaine dédiée spécifiquement à ce fléau et qui rappelle une chose simple, au cœur de chaque conflit, il y a des enfants et au cœur de chaque paix durable, il y a leur avenir. Un nouveau mot vient d'apparaître dans le lexique de la géopolitique mondiale, l'astropolitique. L'astropolitique, oui, un mot qui semble sortir d'un roman de science-fiction, mais qui décrit une réalité très concrète, la militarisation de l'espace. Selon Courrier International, Paris et Berlin se préparent désormais à un nouveau type de conflit, la guerre dans les étoiles. Pourquoi ? Parce que les menaces augmentent, une stratégie de réarmement qui va coûter plus de 35 milliards d'euros d'ici 2035. Et la France, elle, accélère particulièrement le pas. Comme le détail Forbes, Emmanuel Macron annonce un investissement supplémentaire de 4,2 milliards d'euros entre 2026 et 2030. Objectif, protéger les satellites français
satellité européen avec de nouvelles capacités, des satellites patrouilleurs, des brouilleurs et une flotte de micro-satellites capables d'inspecter et, si nécessaire, de contrer une menace en orbite. Au total, la France portera son investissement spatial militaire à plus de 10 milliards d'euros d'ici 2030. Un effort colossal mais jugé indispensable. Si l'on compare aux États-Unis, ils disposent de 200 satellites militaires contre seulement une trentaine pour l'ensemble de l'Union européenne. Mais pourquoi cette course aux armements dans l'espace ? La réponse se trouve dans ce que raconte la BBC et elle est plus terrienne qu'on le pense. Depuis quelques mois, en effet, l'Europe est sous pression. Selon la BBC, plusieurs incidents inédits ont été identifiés dans plusieurs pays de l'OTAN. Des drones mystérieux sont apparus au-dessus d'aéroports et de sites sensibles. Ces drones ne sont pas armés, mais leur apparition inquiète. Ils peuvent cartographier, surveiller ou tester les défenses. L'Europe réfléchit donc à un mur anti-drone, un système de défense coordonné allant de la Baltique à la mer Noire, estimé plusieurs dizaines de milliards d'euros. Les experts sont, eux, partagés. Il n'existe pas de mur totalement imperméable possible, mais une certitude absolue, celle de renforcer la défense aérienne. L'astropolitique n'est plus un concept théorique, c'est le nouveau front de la sécurité mondiale. Nous sommes aujourd'hui le 21 novembre 2025. Si l'on regarde devant nous, dans un mois, jour pour jour, débutera la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, ici au Maroc. Mais si l'on regarde derrière nous, qu'avez-vous retenu ? Le 21 novembre cette fois, je précise. Donc là, je vous emmène en 1877 dans une Amérique en pleine révolution industrielle. Au milieu de cette effervescence, un homme qui multiplie les inventions comme d'autres respirent, Thomas Edison. Ce 21 novembre-là, il présente une drôle de machine en métal et en étain, un cylindre, un petit bras, un cornet. Rien de spectaculaire et pourtant, c'est une révolution. Edison vient d'inventer le phonographe, la première machine capable d'enregistrer puis de reproduire un son, une prouesse impensable à l'époque. Il parle dans le cornet, la vibration grave un sillon. Il tourne la manivelle à l'envers et entend sa propre voix. Edison est stupéfait. Je n'avais jamais été autant surpris de ma vie. Il déposera d'ailleurs le brevet le 19 décembre de la même année, avant qu'il ne soit officiellement délivré en février 1878. Le début d'une longue lignée du son gravé à la radio, puis à l'image jusque la télévision est justement aujourd'hui, 21 novembre, c'est aussi la journée mondiale de la télévision que l'on célèbre depuis 1996. Un média qui informe, éduque, divertit des milliards de personnes dans le monde. Un média qui n'aurait jamais existé sans cette première étincelle, la possibilité d'enregistrer et de diffuser un son. Le 21 novembre 1877, le phonographe parlait pour la première fois et aujourd'hui, la télévision continue de faire parler le monde. Oui, ben on essaye, nous, de parler au monde via la télévision. Bonne fête, en tout cas. Bonne fête à tous les collègues qui travaillent en télé. Exactement. Merci beaucoup, Mariam Koukaïna, pour cette revue de presse très, très complète.